Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de me rendre en Corse pour rencontrer 3 agriculteurs. On démarre la série par Jean-Paul Mancel, producteur de clémentines de Corse à Valle di Campo Rollo sur la côte est de l'île. J'espère que vous aurez apprécié la prononciation. Alors que la clémentine de Corse était vouée à disparaître, Jean-Paul s'est investi à 1000% pour relancer la filière en obtenant une IGP, une indication géographique protégée, en 2007, et on peut dire que ça a été une vraie réussite. La clémentine est désormais la 2e production agricole de Corse, derrière le vin, et 170 producteurs la cultivent. Malgré tout, la clémentine de Corse représente seulement 10% de la consommation totale de ce fruit en France. La majorité vient d'Espagne. Ces conditions de production font en effet qu'elle est plus chère et qu'elle s'adresse donc à un marché restreint. On a passé un excellent moment avec Jean-Paul. À l'image de l'accueil chaleureux qu'on a reçu tout au long de notre séjour sur l'île, il nous a ouvert grand les portes de son exploitation et de son quotidien. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, de l'histoire de la clémentine en Corse et de ses conditions de production. Mais avant de vous laisser en compagnie de Jean-Paul, petit message, je suis à la recherche de mon ou ma future stagiaire ou apprentie à partir de juillet et pour un minimum de 6 mois. Si tu veux participer à l'aventure ou si tu connais quelqu'un qui est intéressé, qui est spécialisé en marketing ou communication, je mets le lien dans le descriptif de l'épisode pour en savoir plus sur l'offre et pour postuler. Allez, je vous laisse en compagnie de Jean-Paul. Bonne écoute! Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Alors je m'appelle Jean-Paul Mancel, je suis exploitant agricole, agrumiculteur, maintenant jeune retraité puisque ça fait 1 an que j'ai pris ma retraite. Et nous sommes ici sur le site de Valle di Campo Rollo, en Corse évidemment. Et du coup là, effectivement, on est au milieu de tes champs de clémentines. Voilà, ici c'est mes champs de clémentines. Alors le verger que nous avons tout de suite sur notre droite, c'est un des plus vieux vergers puisque c'est mon père qui l'a planté. Et ces arbres-là ont 60 ans. Voilà. Oui, 60 ans. Ça fait 60 ans que ton père a initié la production. Oui, c'est ça. Et alors toi, quel a été le déclic pour toi de rejoindre l'exploitation ? Alors moi, au départ, j'étais agent immobilier, donc rien à voir, mais j'ai fait quand même des études agricoles au lycée agricole du Valentin à Valence. Mais quand je suis revenu en Corse, je me suis dirigé vers l'immobilier. Mais j'ai fait ce métier pendant 10 ans et puis j'étais vraiment pas fait pour ça. Et comme mon père, lui, était expert comptable, il gérait cette plantation comme il pouvait. Et je suis revenu le rejoindre puisque pendant ma jeunesse, je participais toujours aux travaux de cette exploitation. Et ça me plaisait, ça m'a toujours plu. Donc voilà, je suis revenu le rejoindre et petit à petit, j'ai pris la direction de cette exploitation. On va beaucoup parler de la clémentine, mais je crois qu'il n'y a pas que ça sur ton exploitation. Alors sur mon exploitation, non, il y a des clémentiniers évidemment pour 11 hectares. Mais il y a aussi 1 hectare de pomelo. Il y a 3 hectares de noisettes sous IGP, noisettes de Chervionne, et un demi-hectare d'orangers. Et alors pour revenir à la clémentine, comment elle est arrivée en Corse ? C'est quoi son histoire ? Alors l'histoire, c'est une longue histoire puisqu'elle a 60 ou 70 ans. C'est un monsieur qui s'appelait monsieur Simidi, qui habitait à Figarette et qui lui était en Algérie. Et lors de l'indépendance, il est revenu en Corse et il a ramené des plants de clémentiniers et il a commencé à planter des plants de clémentiniers. Ça a été la première plantation. Et ensuite, il y a un deuxième monsieur qui s'appelle monsieur Louise, du côté d'Aléria, qui lui aussi était intéressé par ce fruit et a fait venir des plants et donc en a planté sur Alaria. Et ensuite l'INRA est arrivé en Corse et tout doucement ça s'est développé. Mais au départ, c'est 2 personnes qui ont fait venir les premiers plants en Corse. Oui, c'était des précurseurs. À partir de quand ça a commencé à prendre vraiment, où il y a eu un mouvement où les producteurs se sont installés ? C'est une dizaine d'années après ces premières plantations. Après, vraiment, une fois que l'INRA s'est installé,
ça a commencé à planter, et il y a eu un engouement. Alors au départ, on a commencé à essayer plusieurs agrumes, parce que c'est pas tout de suite la clémentine qui a pris le dessus. On avait essayé des oranges, des satsuma, on a essayé plusieurs variétés, et c'est détaché vraiment la clémentine qui était commercialement la plus intéressante. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de la clémentine de Corse? Alors la spécificité de la clémentine de Corse, évidemment c'est la meilleure. c'est un principe, hein. en toute objectivité. De Corse. Non, voilà. Alors par rapport aux autres clémentines, la différence essentielle de la Corse, c'est surtout son climat et son terrain et son sol. Donc c'est complètement différent des autres origines de clémentines du bassin méditerranéen. Et le sol, et on le voit ici, on est à moins d'1 kilomètre de la mer, mais on a tout de suite la montagne derrière. Oui. Donc c'est vraiment une particularité des sols et de la région corse. Donc c'est ça qui confère à la clémentine un goût particulier, notamment l'histoire de l'acidité. Et je vais passer à la question de l'auditeur parce que c'est très lié. C'est Magali qui me demande pourquoi la clémentine de Corse, elle est toujours vendue avec une feuille. Alors, au départ, c'est vrai que les clémentines en Corse étaient ramassées sans feuilles. Et un jour, à Rungis, il y a un importateur qui a dit « Mais regardez, l'Espagne ramasse aussi avec des feuilles ». Et on a commencé tout doucement à ramasser une partie des quantités en Corse avec feuilles. Et puis tout doucement, ça s'est imposé comme la reconnaissance de la clémentine de Corse et la fraîcheur. Et au départ, c'était vraiment le seul fruit qui était avec feuilles. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais en tout cas, c'était un signe distinctif de la clémentine de Corse. Oui, c'est un peu pour, tu l'as dit, pour prouver sa fraîcheur. Parce que oui. la feuille, si jamais ça a été récolté il y a un moment, j'imagine que petit à petit... Ben voilà, au bout d'une semaine ou 6-7 jours, la clémentine de Corse, la feuille commence un peu à flétrir, sauf si elle est gardée dans le froid au fond du réfrigérateur, mais sans ça, c'est vrai qu'elle a tendance à se sécher. Et c'est vraiment un atout de fraîcheur. Et je crois que donc vous avez une IGP, une indication géographique protégée. Pourquoi vous avez fait cette démarche et depuis combien de temps ? Alors donc la démarche a commencé en novembre 1999. Alors on s'est dirigé vers un signe de qualité. Pourquoi ? Parce que la clémentine de Corse a connu toutes les étapes, c'est-à-dire qu'au départ tout allait bien, mais on était confronté au marché européen. Et très vite, lorsqu'il y a eu des dévaluations de la lire et de la pesetas, sur le marché français, la clémentine de Corse n'était plus du tout compétitive. Donc on a eu des années noires, des années où... Vous étiez trop cher. On était trop cher et on n'arrivait même plus à vendre. Pourquoi ? Parce que la clémentine de Corse, par rapport à l'Espagne, était beaucoup plus petite. Et les gens ne voulaient que du calibre. Et donc nous, au niveau vente, on vendait du petit calibre. Et donc, on était très mal payés. Donc après ça, on a eu quand même quelques déboires climatiques successifs. Donc tous ces problèmes cumulés. C'était quand ça ? Alors ça, c'était jusqu'en 99, puisque c'était les 10 dernières années avant 99 où il y a vraiment eu une perte de pouvoir d'achat. Les agriculteurs arrêtaient. Et ce qui est symptomatique, c'est qu'on est passé de 33 000 hectares à 1200 hectares. Ah oui. Ah oui. Donc c'était en perte de vitesse complète. Et donc avec les producteurs, mais pas que, l'administration, l'INRAE, la Chambre d'agriculture, on s'est tous réunis pour se dire que peut-on faire pour sauver la clémentine. Et ça a été évident, on nous a proposé l'IGP, et pour nous, ça nous a paru quelque chose d'intéressant, puisqu'on s'est mis à partir de 99 à écrire ce cahier des charges, alors à raison d'une réunion par semaine, pendant 2 ans. Donc tu es à l'initiative. Donc je suis à l'initiative, avec d'autres aussi, mais je suis à l'initiative. J'ai toujours été le président depuis le début de la Prodec. La Prodec, c'est quoi, pardon ? Alors l'association pour la défense et la protection de la clémentine de Corse. Ok. Donc cette association qui est chargée justement d'écrire les cahiers des charges et après de les gérer, puisqu'elle est détenteur de l'IGP. À partir de cette écriture du cahier des charges, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décrit notre produit, et quand on a décrit notre produit, on s'est aperçu que tout ce qui paraissait des défauts, par exemple le petit calibre, l'acidité, la feuille, mais pas que, on en a fait des qualités. C'est-à-dire qu'on a décrit notre produit comme étant un produit exceptionnel. Et c'est ça qui a changé la face du monde, parce que c'est devenu un produit qui était recherché. Et les gens qui achètent de la clémentine de Corse, ils savent qu'ils ne cherchent pas que le calibre. On a inversé la tendance. Et une fois qu'on a obtenu notre IGP, c'est vrai que le marché s'est ouvert, on a gagné des parts de marché, le prix est revenu.
Et tout doucement, on est là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire on a un produit qui se vend bien, on est tous contents et tous les producteurs vivent de leur production, ce qui n'était pas le cas il y a 12 ans ou 13 ans. Et Voilà. le nombre de producteurs s'est relancé aussi? Alors évidemment, le nombre de producteurs s'est relancé. Il y a 15 ans, on trouvait personne qui voulait reprendre une plantation d'agrumes. Aujourd'hui, il y a énormément de filles ou de fils qui s'installent. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a plus de filles d'ailleurs qui s'installent. Magnifique. C'est magnifique, c'est très rare. Il y a le vin et les clémentines qui sont dans ce cas-là. Et donc on est tout content parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un engouement. Alors un peu le pendant de ça, c'est qu'on commence à craindre qu'il y ait trop de production. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on est fiers de notre réussite parce qu'en 20 ans, on a une filière qui est florissante. Vous avez changé la tendance. On a vraiment inversé la tendance. Super. Écoute Jean-Paul, je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur pour parler de la saisonnalité de la clémentine et puis de sa dimension économique. On en a un peu parlé, mais je pense qu'on va pouvoir exploiter. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, Jean-Paul, nous voilà revenus à l'intérieur dans ta cuisine, salon, salle à manger. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quelles sont les grandes étapes de la vie d'une clémentine et de sa production ? Alors les grandes étapes, ça commence par la taille, puisque à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, on peut tailler nos clémentiniers. Ça, c'est un gros poste, parce que ça demande beaucoup de temps. En général, il faut au moins 20 à 25 minutes, voire des fois plus, selon les arbres, pour tailler un clémentinier. D'accord. Ouais. Et pour quelle raison vous taillez ? Alors, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une obligation. Si on ne faisait pas ça, l'arbre s'asphyxierait, il y aurait beaucoup de bois mort dedans. Donc il faut qu'il s'aère, et puis si on veut une belle récolte, il faut vraiment qu'on choisisse les rameaux les plus propices à produire des clémentines dignes de ce nom. En plus, si on ne taillait pas, à force, au bout d'1 ou 2 ans, on aurait vraiment des tout petits calibres. D'accord. Donc c'est quand même une obligation. Et puis c'est une obligation du cahier des charges, une taille annuelle. Donc on respecte. Ensuite, après, c'est tout ce qui concerne les fumures, les apports d'engrais. Et maintenant, ce qui est nouveau aussi, c'est puisque il y a beaucoup de gens qui ne désherbent plus, qui n'utilisent plus de glyphosate, c'est la coupe de l'herbe, parce qu'on a beaucoup d'herbes, même s'il fait chaud, il pleut aussi pas mal. Donc il y a beaucoup d'herbes. Donc le gros travail, c'est aussi de passer des broyeurs tout le temps et de maintenir l'herbe assez ras pour que ce soit intéressant au niveau agronomique. L'idée, c'est quoi ? C'est que l'herbe ne mange pas trop d'énergie. Voilà, l'herbe a déjà une concurrence en engrais, puisqu'elle consomme de l'azote, mais aussi en eau, mais aussi en réchauffement du sol, puisque au moment de la floraison, il vaut mieux que le sol se réchauffe le plus vite possible pour favoriser la floraison, parce que nous sommes à la limite nord de la production des agrumes en Corse. Donc un printemps frais aurait un impact sur la nouaison des clémentines. Donc on essaye toujours d'avoir un sol qui est le plus chaud possible, donc il faut une herbe qui est quand même assez rase. Okay. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui tout à l'heure dans nos clémentiniers, mais on va y remédier assez vite. On ne jugera pas, on est bien mal placé pour parler. Et l'engrais, pourquoi vous êtes amené à en utiliser ? L'idée c'est que ça pousse... alors l'engrais, alors le clémentinier est pas très gourmand en NPK, mais quand même il faut lui amener au moins entre 180 et 200 unités d'azote par an, justement à cause de la concurrence de l'herbe aussi. On ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire que si on arrête le désherbant, on a de l'herbe consomme de l'azote, donc il faut bien quand même compenser, et il faut que l'arbre il ait au minimum 150 unités pour lui tout seul d'azote. Potasse et phosphore, c'est beaucoup moins gourmand. On peut même faire certaines impasses certaines années. Donc je veux dire, la potasse et le phosphore, l'agrume est très peu gourmand. Et des excès d'ailleurs sont assez néfastes sur les clémentines. Donc on apporte très peu de potasse et de phosphore. Voilà, alors ensuite on arrive déjà, on est presque au mois de juin avec tout ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Corse c'est un pays quand même assez chaud. Donc là on prépare tout ce qui est irrigation, donc il faut vérifier tout ce qui est les goutteurs ou les asperceurs. On met en place l'irrigation pour commencer à déclencher des irrigations dès que cela est nécessaire. Alors pour l'irrigation, on a des sondes qui sont implantées dans le sol, qui nous permettent de connaître les besoins de nos racines.
Donc, on a des tableaux sur l'ordi, donc on déclenche en fonction des résultats de ces sondes. Mais je pense que cette année, dans une quinzaine de jours, on va commencer à arroser. Donc, on doit être prêt, tout vérifier pour que tout marche d'ici 15 jours. Parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Cette année, malheureusement, il y a eu très peu de pluie. Même si la semaine dernière, il a plu 30 mm, ça équivaut juste à une irrigation, mais ça n'a pas rechargé les nappes phréatiques. Et on s'inquiète beaucoup parce que de plus en plus, il pleut beaucoup moins, avec des fréquences beaucoup plus longues entre les pluies, et peut-être des fois beaucoup plus fort, mais ça ne sert à rien puisque l'eau est perdue. Donc on s'inquiète parce qu'on ne sait pas on sait qu'on a des réserves suffisantes, mais en tout cas, nos deux fleuves dans lesquels on puise de l'eau, c'est-à-dire le Golo et le Tavignan, ils sont bien bas, et voilà. Si ça continue comme ça, je pense qu'on aura vraiment de gros problèmes en Corse, comme autre part. Et puis, ça paraît très naturel, mais on ne le dit jamais assez, qu'il faut de l'eau pour produire, et particulièrement sur les productions fruitières, puisque la saison, c'est en plein été, grosso modo, que c'est là où le fruit se développe. Bien sûr. Et que c'est au moment où il y a le moins d'eau, finalement. Voilà. Alors, l'agrume n'est pas gourmand en eau, pas plus qu'un avocat. Mais en tout cas, il faut lui amener régulièrement. En tout cas, il ne doit pas stresser. Un stress, ça voudrait dire une production qualitative beaucoup moindre. Alors ensuite, une fois que vous avez arrosé ? Alors une fois qu'on a arrosé, alors c'est une étape pendant l'été, c'est l'ébourgeonnage, c'est-à-dire qu'on enlève tous les gourmands qui sont à l'intérieur de l'arbre. Alors ça, pour deux raisons. D'abord parce que ces gourmands, ils sont très tendres et ils attirent évidemment les cochenilles, les pucerons, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on enlève parce qu'on évite l'introduction de cochenilles. Et ensuite, parce que ça fait comme son nom l'indique, les gourmands, ça pompe de la sève et c'est en défaveur des clémentiniers. Et pendant cette période-là aussi, on introduit des auxiliaires, ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire c'est des petites bêtes, en ce moment c'est des coccinelles, qu'on lâche dans notre verger pour justement lutter contre actuellement la cochenille farineuse. Donc on achète ces boîtes de coccinelles et pendant 4 fois dans l'été, on les lâche dans nos vergers pour lutter contre la cochenille, puisqu'on s'inscrit actuellement dans sans résidus, sans pesticides sur les fruits. Ouais, donc au lieu d'utiliser des pesticides, alors les l'idée pesticides c'est d'introduire un prédateur. Oui, en plus en France, on a de moins en moins de pesticides. Donc en agrumes, on en a vraiment très peu à notre disposition. Quand tu dis qu'on en a de moins en moins, c'est autorisé par la réglementation, c'est ça ? Autorisé par la réglementation qui diminue, on comprend très bien, mais c'est vrai que pour nous, c'est aussi un challenge parce que c'est compliqué. Et on avait par exemple un insecticide qui était l'Oreldan, qui vraiment était très efficace. Et aujourd'hui, on ne l'a plus depuis 2 ans. Il faut s'adapter. Et l'adaptation, c'est de lâcher des auxiliaires. Et après ? Alors après, on prépare la récolte parce qu'après, on arrive l'automne. Donc c'est là où on commence à stresser, c'est là où on commence à faire des comptages pour savoir quelle va être la récolte, quel risque d'être le calibre moyen. Et tout ça, ça mène beaucoup de discussions dans la filière. Et ensuite, on doit préparer l'arrivée de nos saisonniers, puisqu'on récolte nos clémentines avec des saisonniers qui viennent maintenant depuis plus de 15 ans sur nos exploitations. Donc, pendant les années de Covid, ça a été très compliqué. Il a fallu affréter des avions pour qu'ils puissent venir faire ce travail. Oui, parce que nos saisonniers sont majoritairement étrangers, parce que nous, Français, malheureusement, en tout cas, moi, travailler dans les champs, c'est pas trop mon truc. C'est très difficile de trouver pour 2 mois. C'est très saisonnier, c'est dur, c'est l'hiver. Et on n'arrive pas à trouver assez de gens localement pour... Déjà, alors en local, les gens vont volontiers travailler dans les stations de conditionnement. Ça, par contre, c'est 100% du local. Ça, il n'y a pas de problème. Même si actuellement, on arrive à épuiser un peu les ressources dans des villages. Mais nous, on s'oblige à ne prendre en local que des gens locaux pour les stations de conditionnement. Mais dans les champs, il y a presque personne qui veut travailler. Ouais. Donc, on introduit des saisonniers. Et donc, on prépare comme ça, tout doucement. Les mobil-homes sont prêts, on fait le ménage. Et puis, oui, parce que chez toi, ils sont bien reçus quand même. Parce que chacun a son petit mobil-home, ça rigole pas, là, j'ai vu. Oui, on essaye aussi de leur offrir des conditions de travail adéquates, puisque c'est déjà quand même compliqué, c'est dur. Tant qu'à faire, autant que quand ils rentrent chez eux le soir, ils soient bien. Donc voilà, et tout le monde est content comme ça. Tout le monde s'y retrouve. Et donc, du coup, la clémentine de Corse, elle se retrouve sur les étals en fin d'année. En fin d'année, donc au mois de
tout début novembre ou fin octobre. Moi, puisque je n'ai pas de variété primeur, donc, mais pour ceux qui ont des primeurs, c'est 15 octobre, ils commencent leur récolte. Mais nous, ici, on commence en général vers le 1er ou le 2 novembre. Voilà. Le jour de mon anniversaire. En général, c'est le 2 novembre, on commence la récolte des clémentines. On y pensera quand on mangera les premières clémentines de Corse. On se dira, mince, on a oublié l'anniversaire de Jean-Paul. Et pendant 2 mois, on doit être très, très attentif. C'est un stress permanent parce que chaque jour perdu ne se rattrape pas, parce que les fruits mûrissent au fur et à mesure et on doit les ramasser. Et celles qui ne sont pas ramassées en temps et en heure, et ben après, ça fait des fruits trop mûrs. Et voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc, on est en stress permanent pour ramasser nos clémentines. Ouais, parce que finalement, vous jouez 1 an de travail sur 2 mois. Sur 2 mois, voilà. Avec les aléas climatiques, avec la vente qui, des fois, est un peu difficile. Donc, il faut ralentir les récoltes. Et ralentir les récoltes, là, c'est le stress. Quand on commence à ralentir les récoltes, là, c'est vraiment le stress. Et le clémentinier, combien de temps il met à produire ses premières clémentines entre le moment où tu le plantes et le moment où il produit ? Alors, un jeune clémentinier produit au bout de 7 ans. Il donne des premiers fruits au bout de 3-4 ans. Mais une vraie production, c'est 7 ans. Alors maintenant, actuellement, nous avons à notre disposition un nouveau porte-de-greffe qui est le C35, qui produit un peu plus vite. Donc, on doit gagner 2 ans. Enfin, une production d'agrumes, c'est 7, 8, 9 ans pour vraiment être rentable. Ça demande vraiment une vision à long terme. Parce très long terme. Si vous loupez les coches, 7 ans plus tard, vous le paierez. Vision à très long terme. Et là cette année, et au mois de mai, là, dans quelques jours, je vais planter 1,5 hectare. Et ben, ça sera vraiment pour les suivants. Parce que donc là, on joue. On a décidé ensemble, c'était des clémentines, telle variété. Et ben, dans 7-8 ans, on saura si on s'est trompé ou pas. Bon, on croise les doigts, en tout cas, pour vous. On espère peur, toujours. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, la culture des agrumes, parce que c'est très long à produire. Et alors, tu as dit que vous faisiez des greffes, parce qu'en fait, il n'existe pas de pépins de clémentine, donc on ne peut pas planter un pépin pour avoir un clémentinier. Pourquoi ? Alors, le clémentinier est hermaphrodite, donc il ne peut pas se reproduire. Donc, il faut vraiment avoir un porte-greffe qui est un agrume sauvage et greffer ce porte-greffe avec un greffon de clémentinier pour avoir un nouveau clémentinier. Parce qu'en fait, la fleur se pollinise elle-même, elle est à la fois mâle et à la fois femelle. C'est ça, la fleur est mâle et femelle, donc elle s'auto-fertile toute seule. Fertilise toute seule, pardon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pépins dans la clémentine. C'est pour ça qu'il y a très peu de pépins dans la clémentine. Ça peut arriver lors d'un croisement ou d'une pollinisation croisée avec des citronniers ou avec un autre arbre qui a des pépins. Ça peut arriver, mais c'est vraiment un accident, quoi. Et je vais passer à ma minute économie. Est-ce que la Corse est un gros producteur de clémentine ? Combien de pourcentage de la consommation vous adressez, consommation française ? Alors pour les 2 mois, évidemment, pour les 2 mois de production, on représente 10% de la consommation de la France. Par contre, sur les 4-5 mois de production d'agrumes, on représente plus que 2 ou 3%. D'accord. Mais pendant la période de production, on représente 10%, 10 à 12% maintenant même. Est-ce que vous auriez moyen d'adresser une part du marché supérieure ? Parce que sur le papier, les Français ont l'air demandeurs de produits locaux. Pourquoi vous ne produisez pas plus ? Alors on se pose la question puisque déjà le verger augmente, on a de plus en plus de nouveaux producteurs, de jeunes producteurs qui s'installent. On a un engouement aussi du secteur agricole sur la production de clémentiniers. Nous accroissons notre production depuis quelques années, depuis 2-3 ans. On augmente quand même le tonnage produit tous les ans. Mais commercialement, à ce niveau de prix, pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'il est difficile de conquérir plus de parts de marché. C'est-à-dire qu'on est présent vraiment partout, mais au tonnage sur lequel on est actuellement. Pour augmenter la consommation, il faudrait peut-être que le prix baisse ou il faudrait peut-être faire plus de communication. Enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas, aujourd'hui, ça paraît difficile de vraiment vendre beaucoup plus de clémentines à ce prix-là, évidemment. Donc, en fait, le facteur limitant, c'est vraiment la consommation et la demande. Dans les rayons, en fait, le choix du consommateur. Reste le prix quand même, parce que souvent, quand même, la clémentine espagnole est 1 euro moins chère. Les gens font la différence quand même, et puis il n'y a rien à faire. Alors, donc, il y a une grande partie de consommateurs qui veulent continuer à manger de la clémentine française, corse, mais je ne pense pas qu'on puisse aller vraiment beaucoup au-delà.
Puis il y a sûrement un enjeu aussi du fait que, comme vous pouvez produire et vendre que sur 2 mois, bah, vous ne pouvez pas stocker le fruit pour l'étaler le long de l'année, quoi. C'est ça, très compliqué. Donc, le cahier des charges nous impose 6 jours entre la récolte et le consommateur. Donc, il faut aussi respecter ce... Et puis même la clémentine. Le cahier des charges que tu as écrit, tu t'es auto-mis des bâtons dans les roues. avec tous les professionnels. Mais c'est vrai que la clémentine, c'est un fruit qui ne tient pas longtemps. Donc après, même s'il n'avait pas de feuilles, c'est un fruit, il faut le manger quand même dans les 10 jours, 10-12 jours. Après bon, il perd de sa qualité gustative, donc aucun intérêt. Donc c'est un fruit qui doit être consommé de toute façon assez vite, quelle que soit l'origine. Et pourquoi tu nous disais que la clémentine de Corse était environ 1 euro plus cher que l'espagnol ? Ici, en France et en Corse particulièrement, puisque nous sommes une île, tout coûte beaucoup plus cher. La main-d'œuvre coûte plus cher. Notre façon de récolter, justement, liée au cahier des charges, où on en a fait vraiment une qualité, mais c'est quelque part, ça pèse dans le coût, c'est justement de ramasser la clémentine mûre sur l'arbre. Ça veut dire que, contrairement aux autres origines, où dans un verger, ils arrivent et ils ramassent toutes les clémentines d'un seul coup, sans feuilles, donc le rendement est multiplié par 3 par rapport à la Corse. Nous ramassons les clémentines au fur et à mesure de leur coloration sur l'arbre. Donc, ce qui veut dire qu'on passe et on choisit dans un arbre. Donc, c'est vraiment de l'artisanat. Le saisonnier ne peut pas ramasser très vite parce que sans ça, il ramasse ou trop vert ou il laisse des rouges. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un travail compliqué, donc qui coûte très cher. Et après, je ne parle pas des intrants, je ne parle pas du travail, la mer à traverser. Enfin bon, tout coûte nettement plus cher. Donc évidemment, c'est à ce coût-là que nous pouvons vendre les clémentines. Sans ça, ce n'est pas rentable. Donc c'est ce que tu nous dis, c'est tout l'enjeu si de nouveaux producteurs s'installent. Effectivement, ça veut dire que potentiellement, ça pourrait amener une baisse du prix de la clémentine et des revenus des autres agriculteurs. C'est un peu ce que certains craignent et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort encore aujourd'hui. On risque d'avoir à rogner sur notre revenu. Alors, il faut savoir, par exemple, je te disais tout à l'heure que les engrais bio avaient augmenté de 100%. Les emballages, aujourd'hui, on n'a pas de prix. C'est-à-dire que si on paye aujourd'hui, on a un prix, mais si on paye demain, on connaît déjà même pas le prix. On connaît même pas le prix. On est incapable de faire un devis. Donc, il y a quand même des choses extérieures à notre production qui font peur. Donc, on se dit, il faut faire très attention parce que déjà, notre marge risque d'être rognée cette année énormément. Oui, et puis c'est l'équilibre économique de toute une filière, finalement. Voilà, c'est ça. Et est-ce que le bio peut apporter une porte de sortie, entre guillemets, ou une nouvelle manière d'écouler les clémentines ? Alors, le bio a trouvé toute sa place dans notre économie clémentine de Corse, puisqu'il représente à peu près 20% des vergers et 20% de la production. Mais je pense que là aussi, on est arrivé à une limite parce qu'en face, on n'a pas autant de consommateurs en bio que ça. Là aussi, peut-être que le prix est un frein, pareil que pour le conventionnel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on produit en bio actuellement. On a atteint nos limites, on a nos clients, mais on s'aperçoit très vite que c'est un frein. D'ailleurs, tu me disais que sur d'autres de tes productions, le prix du bio, de vente du bio était quasiment équivalent au conventionnel en ce moment. En ce moment, par exemple, le pomelo, qui lui, en verger, a plus de 40% de verger convertis en bio. Aujourd'hui, le prix du bio commence à avoir tendance à rejoindre celui conventionnel. Et on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à vendre du pomelo bio que du pomelo conventionnel. De fait de la demande. Voilà. Très bien. C'est la fin de notre minute économie et j'aimerais maintenant passer un petit peu à ton parcours. Tu l'as dit, tu es président de l'APRODEC, l'association de promotion de la défense de la clémentine et de la protection de la clémentine de Corse. Pourquoi tu t'es investi à ce point-là pour ce fruit ? Alors, c'est vraiment le fait du hasard. Quand on raconte ça, il y avait eu les réunions qui précédaient justement la création de l'APRODEC avait été initié par l'INRAE, par la région, par l'État et la profession. Et sur ces réunions préparatoires, moi je ne faisais pas partie de ces réunions préparatoires. Et un jour, le président de mon organisation de producteurs, il y avait une personne qui était absente, m'avait demandé de le remplacer à cette réunion. Et je ne sais pas pourquoi, il semblerait que j'ai été brillant le jour de cette réunion. À quoi ça tient ? À quoi ça tient ? Et une personne de l'INRAE
a dit aux collègues, ça doit être ce monsieur qui doit être le président de la Prodec. Et donc, de fil en aiguille, aussi parce que je n'appartenais à aucun syndicat, je n'avais participé à aucune réunion. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment un exploitant agricole dans mon coin. J'avais aucune casserole, entre guillemets. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué en ma faveur. En tout cas, on est venu me demander si je voulais être président. C'est vrai que j'ai dit oui, mais je ne savais pas à quoi je m'attaquais. Mais après, je me suis très, très vite pris au jeu, quoi. Et donc, c'est devenu une passion, mais parce que je suis passionné par les clémentines, je suis passionné par l'agriculture, par le travail que je fais. Et j'ai toujours été un fervent défenseur de la qualité. Donc, moi, ça m'habite depuis tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est facile parce que je fais ce que je dis. Tout le monde peut venir dans mon verger et tout le monde sait que je fais exactement ce que je dis. Et voilà. Donc, c'est vrai que je n'invente pas d'histoire. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que les gens me portent parce qu'ils savent que je mets en application ce que je dis et ce que je défends. Justement, ça ne te prend pas trop de temps d'être à la fois agrumiculteur et d'être président pendant toutes ces années. Maintenant, on en parlera après à la retraite, jeune retraité, mais ça ne te prenait pas trop de temps ? Ça m'a pris beaucoup de temps et je pense que par exemple sur mon exploitation, j'ai toujours dû avoir un permanent en plus pour compenser les absences parce que j'ai aussi eu d'autres fonctions nationales puisque j'ai siégé à l'INAO pendant 10 ans et j'ai été président d'un organisme certificateur, Certipac, pendant 7 ans. Donc voilà. Donc j'étais plus souvent en dehors de mon exploitation, mais ça a toujours été ma façon aussi d'aimer la vie comme ça, donc moi ça me plaît aussi, mais c'est vrai que par moments ça peut être pesant et ça a été souvent au détriment de la réussite de mon exploitation parce que j'ai peut-être pas tout géré comme il fallait, comme il faut au moment où il le fallait, mais bon c'est comme ça. C'est beaucoup de voyages sur le continent, comme vous dites. C'est beaucoup d'avions à prendre, c'est beaucoup d'avions et souvent c'était au moins une fois par semaine sur le continent, oui. Et c'est là à l'INAO que tu as rencontré Jean-Marc Poix, avec qui j'ai fait un épisode sur le kiwi et qui m'a dit il faut absolument que tu ailles en Corse rencontrer Jean-Paul. Voilà, et moi j'aurais dit la même chose si c'était venu me voir en premier. Impeccablement. On s'apprécie beaucoup. Oui. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Et on l'a dit, le clémentinier met beaucoup de temps à produire ses premiers fruits. Oui. J'imagine qu'il y a un vrai sujet de transmission des exploitations en Corse. Oui. Qu'en est-il de la tienne ? Alors, pour la mienne, c'est fait, je dirais, puisque c'est ma fille. Alors, c'est une société chez moi, hein, et donc c'est ma fille qui est devenue la gérante. Pour l'instant, elle est encore à Nantes, mais le retour est prévu dans les quelques années qui viennent. Pour l'instant, pendant l'année, c'est moi qui gère, puisque c'est facile. Par contre, pour les récoltes, il y a mon gendre qui vient pendant 2 mois pour assurer la récolte. Et chaque fois qu'il y a des gros travaux, il vient ici aussi pour me donner un coup de main. Voilà, moi, je ne veux plus gérer ce qui est stressant, c'est-à-dire les récoltes. C'est trop compliqué pour être tout seul. Qu'est-ce qu'ils font à Nantes ? Alors, elle est ingénieure production chez Airbus. D'accord. Donc évidemment, pour retrouver du boulot en Corse, c'est un peu compliqué pour l'instant. Oui, voilà. Mais gros changement, ils vont venir à 2 s'installer ici, du coup, pour reprendre l'exploitation ? Oui. Mais alors, mon gendre est ingénieur bâtiment, mais lui, il peut travailler, il suffit qu'il ait 2 ordi, il peut travailler n'importe où. Donc avec un déplacement peut-être par tous les 15 jours sur un chantier. Mais il a pas de problème pour le travail à distance. Lui, il peut travailler n'importe où, même dans sa voiture, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est qu'il soit connecté. Ça a toujours été une évidence pour ta fille de reprendre l'exploitation ? Ça a été une surprise, mais non, c'est eux qui un jour, moi je parlais de la retraite, enfin je savais pas trop. Et puis un matin, ils m'ont appelé, ou un soir, je sais plus, ils m'ont dit, écoute, ça nous intéresse, on voudrait revenir. Mais il faut dire que mon gendre aussi est un fanat de l'agriculture, il a ça dans le sang, ça se voit. Ouais. Donc il est passionné par l'agriculture. Donc quand il y a quelqu'un qui est passionné, ça va. Il faudra que je revienne les voir quand ils seront installés et qu'ils auront commencé pour avoir leur retour. Ils ont pris la relève. Voilà, parce que gros changement de vie quand même. Oui, c'est sûr. Après, un Corse revient toujours en Corse, j'imagine. Voilà, c'est ça aussi. Il y a ça aussi qui fait. Ça a été un soulagement, j'imagine, pour toi ou... Ah oui, ça a été un gros soulagement parce que je pensais... Alors, je ne m'imaginais pas vendre mon exploitation.
Mais alors après, j'envisageais de trouver un fermier, enfin quelqu'un qui m'aide, mais c'est pas évident. Ça me posait vraiment un problème, oui. Ça me prenait la tête. À la fin, je savais plus je me voyais pas gérer cette exploitation tout le temps comme ça. Voilà. Ouais. J'avais vraiment envie de me dégager de toutes ces responsabilités, même si j'en ai toujours autant. Mais c'est plus pareil. Oui, et puis c'est 50 ans de travail, quoi. Tout arrêter comme ça et de voir tout ça s'arrêter. Et puis tu habites ici aussi. Ah donc tu aurais vu tout. Oui. Pour moi, c'était très compliqué dans la tête. Oui. C'est difficile de se dire, là où on a vécu tout le temps, on va le vendre. Ou il y a quelqu'un d'autre qui va s'installer. Ça, voilà, c'est compliqué, quoi. Bon, mais tant mieux que tu aies reçu ce coup de fil, tombé du ciel un jour. Voilà, c'est ça. Très bien. Et de manière générale, la transmission, tu nous le disais, il y a beaucoup de producteurs maintenant qui veulent s'installer. La clémentine, vous êtes un peu à l'abri de ça ? Alors, c'est une exception. Voilà, depuis 7-8 ans, il n'y a plus du tout de problème de transmission. Toutes les exploitations agricoles ont des repreneurs. Et s'il n'y avait pas de repreneurs, ils seraient vite achetés. Donc là, on a plus ce souci de transmission. Et c'est un bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'investir. Et c'est tant mieux pour la Corse. Et c'est un luxe pour votre filière, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui. Très bien. Et je vais passer à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça pour la clémentine ? C'est d'avoir fait quelque chose d'abord pour le monde agricole, mais pour la Corse en général. Parce que moi qui ai siégé sur le continent pendant 10 ans, je vois l'aura qu'on peut avoir et toute l'image qu'on peut avoir. Donc c'est des images positives, mais surtout économiquement, d'avoir sorti une filière de l'ornière où tout le monde était en train d'arrêter, d'arriver à ce niveau de rémunération, là, je suis vraiment fier. Oui, je suis fier. Il y a de quoi. La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis ? Alors, je sais pas, par exemple... Qu'est-ce qui diffère une clémentine d'une mandarine ? Allez. Eh ben, une mandarine, c'est une variété et qui, elle, se reproduit elle-même puisqu'elle a des pépins. Hein, et alors que la clémentine, justement, est issue d'un croisement fortuit entre une orange et une mandarine et qu'on ne peut pas reproduire apparemment. Donc voilà, c'est toute la différence. On rigole parce que j'ai vu sur le site sur internet que la clémentine ne pouvait pas se reproduire. L'INRAE n'arrivait pas à recroiser une mandarine et une orange ensemble pour faire une clémentine. Mais du coup, ça veut dire que la mandarine est la maman de la clémentine au final. La mandarine est la maman de la clémentine. Alors, ou le papa, je sais pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la maman, oui, c'est un parent. Et c'est le père Clément. Et c'est le père Clément qui, dans sa pépinière, a découvert un fruit qui était complètement différent des autres. Et il l'a isolé et c'est devenu la clémentine. Très bien. Et ça s'est passé en Algérie, je crois. Et ça s'est passé en Algérie, au couvent. Super. On aura appris pourquoi ça s'appelait clémentine. Ça vient du père Clément. Et enfin, où c'est qu'on peut te contacter ou suivre l'actualité de la filière de l'IGP Clémentine de Corse ? Alors, sur le site de la Prodec... Comme tous les agriculteurs, à chaque fois que c'est le moment de la promo, vous connaissez jamais votre site internet. Voilà, je ne connais pas le site, mais je crois que c'est Aprodec ou Clémentine. Si on tape Clémentine de Corse, on doit trouver quelque chose. En tout cas, sur Instagram, il y a un joli compte Instagram, j'ai vu Clémentine de Corse. Oui, c'est dû à notre agence de com. Super, mais merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. J'étais trop contente déjà d'être en Corse, c'est génial. Et en plus de pouvoir rencontrer des vrais Corses et une exploitation corse. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.